Des témoins dignes de confiance rapportent une incroyable maniabilité des soucoupes volantes. Ces vaisseaux pourraient être extraterrestres, une illusion ou quelque chose de plus sinistre. Un programme sur les mystères de l'armement secret des nazis et le complot de silence d'après-guerre, qui reste encore non résolu, est en cours d'examen. Le Centre national des signalements d'OVNI enregistre chaque mois environ 400 signalements d'objets volants non identifiés. Les objets en forme de disque ou de triangle, ainsi que des lumières volantes, sont les plus souvent mentionnés. Beaucoup croient en l'origine extraterrestre des ovnis, mais il existe une autre hypothèse. Ce que nous appelons ovni pourrait avoir été créé durant les années de la Seconde Guerre mondiale dans l'Allemagne hitlérienne. Une enquête récente a établi que les ingénieurs du Reich développaient un aéronef en forme de disque avec un décollage vertical et un système de propulsion avancé. Après la Seconde Guerre mondiale, les militaires américains ont secrètement transféré ces développements aux États-Unis avec des milliers de scientifiques et d'ingénieurs allemands. En 1947, 2 ans après la fin de la guerre, la première vague d'invasion d'OVNI a été signalée aux États-Unis et dans le monde entier. Il est possible que les ovnis soient une arme secrète américaine créée sur la base des développements allemands de guerre. Pour répondre à cette question, il convient de se souvenir des cas les plus crédibles de rencontres avec des ovnis rapportés par des pilotes professionnels formés à l'observation aérienne. Les premiers rapports de ce type remontent aux derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Selon des documents britanniques et américains déclassifiés, les pilotes alliés ont vu dans le ciel au-dessus de l'Allemagne des objets volants inhabituels qu'ils ne pouvaient pas identifier. Ces objets réagissaient différemment aux tentatives de contact par rapport aux avions ordinaires. Les pilotes appelaient ces objets Foo Fighters, un terme qui a émergé d'une expression favorite d'un héros de bande dessinée populaire. Cependant, il n'y avait rien de comique dans ces rencontres. Le chercheur Keith Chester a interrogé 12 personnes ayant vu des Foo Fighters et a analysé des dizaines de rapports de pilotes de l'aviation alliée. Ils affirmaient que ces objets prenaient de l'altitude verticalement et échappaient à la poursuite à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres à l'heure. Parmi les vétérans avec lesquels il a parlé, un seul est encore en vie aujourd'hui, le major Harold Oxperberg, ancien commandant de l'équipage du 415e. Il se souvient « J'ai vu une lumière sur le flanc droit. Nous ne pouvions pas dire à quelle distance elle se trouvait, mais quand nous tournions, elle tournait aussi. Mon opérateur radar a regardé et a dit qu'il voyait une sorte de lumière, mais le radar ne montrait pas d'avion. Nous avons tourné pour voir ce que c'était, et quand nous nous sommes approchés, il a décollé vers le haut comme une fusée. Au début, les pilotes n'ont raconté cet incident à personne, et cet épisode a été classé secret. Nous n'en avons pas parlé. Le rapport a été transmis par les instances. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une arme secrète des Allemands. Pour enquêter sur l'incident, un scientifique de Washington, district de Columbia, a été envoyé en France, mais aucune réponse n'a été trouvée. Et les pilotes ont reçu l'ordre de garder le silence. Cependant, bientôt l'information a filtré et de grands journaux ont publié des articles sur des objets mystérieux tels que des boules de feu poursuivant des bombardiers américains. Les Alliés avaient de bonnes raisons de craindre toute nouvelle arme allemande. L'Angleterre a été attaquée par les toutes dernières fusées V1 et V2, tandis que les chasseurs allemands abattaient les bombardiers alliés. Hitler affirmait que des ingénieurs allemands travaillaient sur une nouvelle arme miracle, l'arme de la victoire. Si les Foo Fighters poursuivant les avions alliés étaient réellement une arme secrète des nazis, alors elle était produite en Allemagne dans des bunkers ultra secrets situés à une profondeur de 7 km. Depuis l'été 1944, la machine de guerre allemande échappant aux lourds bombardements alliés s'est progressivement déplacée sous terre. En Pologne, en Autriche et en Tchécoslovaquie, des esclaves ont construit d'immenses complexes souterrains. Ces complexes souterrains comprenaient des usines de munitions et de moteurs à réaction, ainsi que des laboratoires et des bureaux d'études où des scientifiques travaillaient à la création de l'arme de la victoire sur ordre d'Hitler.
Dans le ciel, des chasseurs équipés des tout derniers moteurs à réaction développés par Hans von Ohain prenaient leur envol. Les frères Horton créaient des avions de l'air spatial, tels que l'aile volante, tandis qu'Alexander Lippisch travaillait sur un appareil à décollage vertical. À Peenemünde, le légendaire ingénieur en fusée Werner von Braun assemblait les premiers projectiles balistiques, tandis que des concepteurs audacieux tels que Victor Schauberger exploraient de nouveaux types de propulsion. C'était une époque où les idées dépassaient l'ordinaire, et beaucoup les considéraient comme trop étranges. Les concepts scientifiques qui étaient perçus comme absurdes en Occident, les nazis affirmaient qu'il s'agissait de la véritable science. L'opération était dirigée par le général SS Dr Hans Kammler, qui, en tant qu'ingénieur, avait perfectionné le four à asphalte, augmentant son efficacité. En 1943, il commandait la liquidation du ghetto de Varsovie, et en 1944, il a été chargé de la direction de l'ensemble du programme de développement des armes secrètes des nazis. À l'usine Škoda à Plzeň, en Tchécoslovaquie, Kammler et un groupe de spécialistes triés sur le volet inventaient et testaient de nouveaux types d'armements. Certaines conceptions différaient radicalement des habituelles, et seul une petite groupe de personnes était au courant de toutes les subtilités de ces développements. Les Allemands travaillaient sur différents types d'armements aériens, y compris des aéronefs de forme arrondie et des systèmes de décollage et d'atterrissage verticaux. La première tâche du groupe de Kammler était le décollage vertical, car il n'y avait plus d'aérodromes en Allemagne. Ils avaient été détruits par les bombes des Alliés. Les Allemands avaient besoin d'un avion de chasse qui ne nécessitait pas 300 mètres de bitume pour décoller et atterrir. L'un des projets, Dégloki, semblait particulièrement prometteur. Igor Witkowski, un spécialiste polonais de l'histoire de l'aéronautique, avait consacré plus de 20 ans à l'étude de la cloche. À la suite de ses recherches, il en est venu à la conclusion que les essais de la cloche avaient été réalisés sous terre dans l'état de Venceslas. La cloche était constituée d'un revêtement en céramique, sous lequel se trouvait une tige et 2 cylindres en céramique, tournant autour d'un même axe dans des directions opposées. Les cylindres commençaient à tourner sous l'effet d'une haute tension, créant une poussée. Witkowski pense que les Allemands essayaient de créer des flux tourbillonnaires chargés, capables de soulever verticalement un objet dans les airs, semblable à un tourbillon de tornade. Tout, y compris les calculs mathématiques, indique que cela était possible. La question demeurait: les Allemands étaient-ils vraiment au bord d'une percée dans la conception des moteurs? En avril 1945, alors que l'armée d'Hitler était presque anéantie, il était temps pour les scientifiques et les ingénieurs de quitter l'Allemagne. Mais où fuir et que deviendraient leurs inventions? La réponse à cette question ne se cache-t-elle pas dans le crash d'un ovni en Pennsylvanie 20 ans plus tard? Un ovni a été aperçu dans notre espace aérien, apparaissant au-dessus d'un village et disparaissant de la vue. Qu'est-ce qu'un ovni? Des aéronefs extraterrestres? Ou ce phénomène a-t-il une explication plus prosaïque? Selon des documents de trophée, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis travaillaient sur des aéronefs d'une conception fondamentalement différente, avec un décollage vertical. L'un des projets, la cloche, semblait particulièrement prometteur. À la fin de la guerre, tous les matériaux ont disparu. 20 ans plus tard, le 9 décembre 1965 à 16h30, des témoins ont signalé le crash d'un ovni dans une zone boisée près de Kecksburg, dans l'état de Pennsylvanie. Les rapports mentionnaient un objet ayant la forme d'un gland. Un témoin a même affirmé qu'il ressemblait à une cloche. Stan Gordon, un habitant local et expert sur l'incident de Kecksburg, est devenu l'un de ceux qui ont étudié cet événement mystérieux. L'objet en question mesurait environ 4 mètres de long et avait un diamètre de 3 mètres et demi. Il s'agissait d'un objet métallique coulé d'une couleur dorée, bronze et cuivré inhabituelle. Il avait une autre caractéristique distinctive. À sa base, dans la zone que l'un des témoins a appelée le pare-chocs, se trouvaient des marques convexes inhabituelles. Les témoins de Kecksburg ont rapidement réalisé que c'était un présage de changement. 2 personnes sont sorties de la forêt et ont ordonné strictement aux habitants de quitter la zone.
annonçant un confinement. Peu après, des militaires sont arrivés sur les lieux. Les témoins ont rapporté qu'il s'agissait d'un transport militaire se déplaçant à grande vitesse depuis la ville, emportant cet objet. Stan Gordon, le chercheur, pensait que l'objet avait été transporté vers la base militaire Wright-Patterson, située à 400 km à l'ouest, dans l'Ohio. Seulement 2 jours après l'incident, une commande inhabituelle a été passée à la base. Des briques en céramique. Le lot commandé comprenait 65 000 pièces de briques spéciales pour sapeurs avec un double revêtement émaillé destiné à la base aérienne Wright-Patterson. Un major, chauffeur de camion, qui a ensuite livré cette commande, a donné une interview dans laquelle il affirmait avoir vu dans un hangar un certain objet en forme de cloche. Il a raconté « Je suis entré dans le bâtiment, j'ai vu la cloche, des ouvriers y travaillaient, ils construisaient une maçonnerie en briques pour l'ensevelir. Mais pourquoi des briques en céramique précisément ? La céramique est utilisée pour l'isolation thermique et électrique. Les militaires tentaient-ils d'isoler l'objet ? Peut-être que sa ressemblance avec la cloche nazie n'était pas un hasard. Selon certaines informations, l'appareil de Kecksburg avait également été scellé avec des briques en céramique. Igor Witkowski, un journaliste polonais écrivant sur l'aviation et la technologie spatiale, affirme que la cloche nazie était également enfermée dans un boîtier en céramique. Witkowski pense qu'elle a été étudiée en Pologne dans une structure mystérieuse connue sous le nom de Henge. Cette structure se trouve dans l'eau et le réservoir d'eau est recouvert de carreaux en céramique. La cloche allemande a une autre caractéristique distinctive, des marques caractéristiques. Les nazis utilisaient des symboles occultes et il était supposé que des symboles de ce type étaient gravés sur la cloche. Pour comprendre cela, il est nécessaire de revenir en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En avril 1945, Hitler ordonna l'exécution de 62 scientifiques travaillant sur le projet Cloche. Les prisonniers des camps de concentration qui travaillaient sur ce projet souterrain secret furent également exécutés. Cette tuerie de masse était dirigée par le général SS Hans Kammler, responsable des projets d'armement secret d'Hitler. Les entrées des tunnels furent explosées et tous les prisonniers qui connaissaient la production et ses objectifs furent enterrés vifs. Avec eux disparut également le mystère de ce projet. Hitler avait confié à Kammler la tâche d'effacer toutes les traces du projet secret des nazis, mais le Führer ne savait pas que Kammler se préparait à le trahir. En 1981, l'ancien ministre de la guerre hitlérien Albert Speer avoua que Kammler lui avait confié ses plans secrets de transmettre tous les secrets aux Américains en échange d'une immunité personnelle. Kammler a-t-il réalisé ses plans ? En avril 1945, ayant accès à l'aile volante Horton et dirigeant la révolution des jets de von Ohain, tout en étant responsable du développement des fusées balistiques de von Braun et de la mystérieuse cloche, il quitta sa base à Pilsen et disparut à jamais. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Hans Kammler à la fin de la guerre. Son corps n'a jamais été retrouvé et 6 fois des rapports sur sa mort ont été publiés. Au procès de Nuremberg, il fut à peine mentionné, bien qu'il ait porté une responsabilité personnelle pour la destruction du ghetto de Varsovie et la construction des fours à Auschwitz. Les affaires d'autres aviateurs de la SS, morts ou portés disparus, furent examinées en leur absence. Cependant, une exception fut faite pour Hans Kammler. Cela soulève des questions. S'agissait-il d'une erreur des Alliés ou Kammler a-t-il mis en œuvre son plan de transmission des secrets aux États-Unis ? Un spécialiste comme Kammler pouvait devenir un atout tant pour les Russes que pour les Américains. S'il est vraiment parti en Amérique, il s'est retrouvé en compagnie des meilleurs esprits d'Allemagne. Dans le cadre d'un programme secret connu sous le nom d'Opération Pince, les militaires américains recherchaient et faisaient passer des ingénieurs et des scientifiques du Reich aux États-Unis. Le public américain n'était au courant que de quelques-uns de ces individus. Wernher von Braun est devenu un exemple frappant de ce type. La plupart des Américains ayant entendu parler du projet Pince et de la réinstallation de scientifiques allemands aux États-Unis pensaient qu'il n'y avait que quelques centaines de personnes de ce genre. Cependant, les documents déclassifiés conservés dans les archives nationales montrent qu'en réalité,
il y en avait des milliers. Hans von Ohain, pionnier de l'aviation à réaction allemande, travaillait sur la base aérienne de Wright-Patterson. Alexander Lippisch, spécialiste des appareils à décollage vertical, s'est rendu à White Sands, au Nouveau-Mexique. Avec lui, des échantillons expérimentaux ont été transportés en Amérique, tels que l'aile volante des frères Horten et des montagnes de documentation. Au début de 1946, l'Allemagne avait perdu tout son potentiel militaire. En juin 1947, le premier cas de rencontre avec un ovni aux États-Unis s'est produit, devenant largement connu. L'ovni a été vu par Kent Arnold, un pilote, survolant l'État de Washington. Il a remarqué un groupe d'appareils volants en forme de fossiles avec des caractéristiques de vol inhabituelles. Le docteur Bruce Maccabee, physicien et spécialiste en optique, a enquêté sur ce cas. Arnold n'a pas vu d'ailes, de moteurs ou de stabilisateurs verticaux, rien de ce qui est normalement présent sur un avion. Néanmoins, il a décidé qu'il s'agissait d'un nouvel appareil volant. La description de leur mouvement faite par Arnold a conduit à l'apparition du terme soucoupe volante. À peine 2 semaines plus tard, l'événement le plus retentissant lié aux ovnis s'est produit en Amérique, en juillet 1947, près de la base aérienne militaire de Roswell. Un appareil volant s'est écrasé. Pour examiner le site du crash, la direction de la base aérienne a fait une déclaration sensationnelle en publiant un communiqué de presse affirmant qu'une soucoupe volante s'était écrasée dans le désert. Cependant, seulement quelques heures après le premier communiqué de presse, les militaires ont fait un virage à 180 degrés et ont informé la presse que l'objet écrasé était un ballon météorologique. Cela a soulevé des questions. S'agissait-il d'une erreur innocente ou d'une désinformation intentionnelle? Dès le départ, ils voulaient cacher quelque chose au public. Si à Roswell, ils cachaient un vaisseau spatial qui ne s'était pas écrasé, quoi donc? Des recherches ultérieures découvriront-elles un lien avec la technologie de trophée des nazis? Pour beaucoup, le signe le plus convaincant d'un lien entre l'incident de Roswell et les nazis réside dans la forme de l'appareil volant. Il était manifestement question d'une aile volante. Fait établi, les nazis travaillaient sur ce modèle. Le crash de Roswell s'est produit à une distance de vol de White Sands. La base aérienne où l'appareil, l'aile volante des frères Horten, a pris son envol pour la première fois. Et seulement 2 semaines avant Roswell, Kent Arnold avait été témoin du premier ovni de l'histoire, dont le grand public a pris connaissance. N'est-ce pas cela que les militaires essaient de cacher? Prototype américain d'aile volante, créé sur la base des développements des nazis, est devenu partie intégrante d'une énigme plus large. Après Roswell, le nombre d'observations d'OVNI a considérablement augmenté, atteignant un maximum dans les années 1950. Des soucoupes volantes étaient aperçues partout, dans le ciel volaient des objets en forme de disques fantastiques. Que cela pouvait-il signifier? Les observations se comptaient par dizaines de milliers, et de nombreux documents témoignaient que, en 1952, une véritable guerre aérienne se déroulait au-dessus de l'Amérique. Le public était convaincu qu'une invasion extraterrestre avait commencé. Même le président Truman s'est exprimé à ce sujet, affirmant « De telles choses se produisent constamment. Je parle de soucoupes volantes. » À la fin des années 1950, cette idée était reprise et développée par la culture populaire. Les ovnis ou objets volants non identifiés sont souvent décrits comme des soucoupes volantes, des messagers de l'espace. En 1952, les forces aériennes américaines ont lancé le projet Livre bleu, dans le cadre duquel une unité spéciale sur la base militaire de Wright-Patterson a commencé à recueillir des rapports sur les ovnis et à évaluer leur véracité. L'analyse de ces rapports a montré que le crash de Roswell n'était pas le seul incident survenu près de la base militaire secrète américaine. À la fin des années 1950, le thème des ovnis est devenu populaire dans la culture populaire, et des points chauds ont été identifiés où des ovnis avaient été observés. Cela se produisait particulièrement souvent près de bases militaires ultra secrètes, où des scientifiques allemands avaient été envoyés après la guerre dans le cadre du projet Paperclip.
L'une de ces zones chaudes était la base aérienne de Wright-Patterson. Dans les premiers articles de presse, il était affirmé que c'était là que l'objet, s'étant écrasé à Roswell, avait été transporté. Cette base abritait le quartier général du projet Livre Bleu. En 1965, il a été rapporté que l'objet aurait été vu dans l'un des hangars où certains des scientifiques les plus éminents de l'Allemagne nazie avaient travaillé après la guerre. Le docteur Paul Zitz, maintenant à la retraite, a travaillé avec des scientifiques allemands dans le cadre du projet Paperclip à la fin des années 1950. Il se souvient, j'avais 7 personnes avec moi et à la base de Wright-Patterson, il y en avait environ 40. Étant avant tout des citoyens loyaux de l'Allemagne, ils voulaient que l'Allemagne gagne, et je ne vois rien de mal à cela. En venant ici, ils sont devenus des Américains loyaux. Cependant, cette loyauté ne s'étendait pas à la discussion des programmes les plus secrets d'Allemagne, concernant le développement d'armes. Zitz mentionne également que son supérieur, le docteur Wilhelm Nagstedt, était au courant de certaines de ses théories radicales sur la gravité et les soucoupes volantes, bien qu'il ne s'y soit pas personnellement intéressé. Néanmoins, les militaires américains manifestaient un intérêt pour ces questions. Selon des documents gouvernementaux déclassifiés de 1995, l'armée de l'air des États-Unis a dépensé 5 millions de dollars pour un programme ultra secret, connu sous le nom de projet Scarabée argenté. Ce projet, né au sein de la société canadienne Avro à Toronto, a concentré ses efforts sur la création d'un nouvel aéronef, connu sous le nom d'Avrocar. Bill Zuck, historien canadien de l'aviation, décrit l'Avrocar comme un projet expérimental, lancé pour étudier les possibilités d'un aéronef en forme de disque. Selon la documentation déclassifiée du projet Scarabée argenté, l'Avrocar pouvait atteindre une vitesse allant jusqu'à 3 Mach et s'élever à une altitude de 30 km. Il était équipé d'un système de décollage vertical basé sur l'effet Coanda, découvert par Henri Coanda dans les années 1930. Cet effet générait une portance grâce au flux d'air passant à proximité d'une surface courbée. Le projet était dirigé par le talentueux ingénieur britannique John Frost, qui reconnaissait ouvertement s'être inspiré des recherches allemandes de la Seconde Guerre mondiale. En 1953, il a consulté un ingénieur allemand qui affirmait que des essais de disques volants avaient été réalisés sur un site d'essai près de Prague. La reconnaissance du fait que des essais de la soucoupe volante allemande avaient effectivement eu lieu n'était pas le seul lien entre l'Avrocar et l'Allemagne nazie. L'un des principaux consultants du projet était Alexander Lippisch, ingénieur du projet Pigeon, qui avait travaillé avec d'autres scientifiques allemands sur un système de décollage vertical. Frost travaillait intensément, étudiant le savoir-faire des scientifiques allemands, et il semblait avoir appris quelque chose de leur développement qui l'avait convaincu du potentiel de l'Avrocar. Cela soulève la question, cela pouvait-il avoir un lien avec le projet ultra secret de l'OTAN nommé Repulsine? L'appareil conçu par l'ingénieur autrichien Viktor Schauberger ressemblait de manière frappante à l'Avrocar de Frost, non seulement extérieurement, mais aussi par ses caractéristiques. Jörg Schauberger, petit-fils de Viktor et propriétaire du modèle original sans moteur de l'appareil Repulsine, se souvient que c'est cet appareil qui a apporté la renommée à son grand-père. Le Repulsine est devenu l'un des expérimentations dans le domaine de la lutte contre la gravité à l'aide du vide. Il est important de noter que Schauberger a travaillé dans le camp de concentration de Mauthausen, ce qui ajoute du contexte à ses réalisations. Dans la conception du Repulsine, tout comme dans l'Avrocar, l'effet Coanda était utilisé. Jörg Schauberger partage ses souvenirs des premiers essais qui ont impressionné toute l'équipe. Un jour, l'appareil a décollé jusqu'au plafond de l'atelier. Victor, en observant cela, a supposé que dans la machine se cachait non seulement une lévitation, mais une véritable antigravité. Cependant, en 1944, lorsque Schauberger et son groupe ont réalisé certains succès, la SS lui ordonne de se rendre à l'Est. Dans l'une de ses lettres, il mentionne qu'il doit se rendre en Pologne pour une usine secrète, et après cela, il n'y a eu longtemps aucune nouvelle de lui. La Pologne est devenue le lieu où le travail sur l'équipement se poursuivait, y compris sur le projet Cloche.
une nouvelle tentative des nazis de surmonter la gravité. La question de savoir si Schauberger a participé à ce travail reste ouverte. À la fin de la guerre, les dessins et modèles de Schauberger sont tombés entre les mains des Alliés. Après la guerre, Victor a affirmé que les États-Unis lui avaient volé des choses importantes et nécessaires à son travail. Tous les modèles opérationnels de Repulsine ont disparu. Quelques années plus tard, lorsque la première vague de rapports sur les soucoupes volantes a commencé aux États-Unis, Schauberger a été très surpris. Il a déclaré aux journalistes « J'ai fabriqué la première soucoupe volante. Peut-être que je suis le père des ovnis. » Cela soulève la question. Les modèles de Victor Schauberger ont-ils pu aider les États-Unis à créer des soucoupes volantes? Si oui, ils n'ont pas aidé John Frost, car le projet Scarabée argenté n'a pas donné de résultats remarquables. Lors des essais, l'Avrocar décollait verticalement, mais ses capacités étaient limitées par sa faible puissance. Pour se détacher du sol, la poussée devait fonctionner à pleine puissance, et alors il pouvait s'élever d'environ 1 mètre, se déplaçant à cette hauteur à la vitesse d'une voiture, 60 km/h. Frost a prouvé que du point de vue aérodynamique, le disque volant est possible, mais il n'avait ni le temps ni les moyens de développer un moteur suffisamment puissant. En 1961, le projet Scarabée argenté a été fermé et tous les droits sur l'Avrocar ont été transférés au ministère de la Défense. Il semblait que l'idée des soucoupes volantes avait été enterrée, mais était-ce vraiment le cas? À peine 4 ans plus tard, en 1965, un objet en forme de cloche s'est écrasé à Kecksburg en Pennsylvanie. Sur le lieu du crash, des représentants des agences militaires et gouvernementales des États-Unis sont immédiatement apparus. Un des témoins affirme que l'objet ressemblait de manière frappante aux aéronefs nazis cloche. Cela soulève des questions. Les développements secrets des technologies allemandes capturées ont-ils continué? Et si oui, est-il possible qu'ils restent secrets à ce jour? Ancien journaliste, Bill Swidman, qui s'est spécialisé dans l'aviation et a enquêté sur des projets secrets, affirme que ces projets sont financés par le Congrès, mais que le ministère de la Défense ne reconnaît pas leur existence. Cela signifie que le simple fait de l'existence de la programme est un secret, et ses fonctions, objectifs et missions ne sont pas divulguées. Si l'armée de l'air continuait à travailler sur un programme de soucoupe volante, il pourrait être dissimulé dans la région du lac Groom dans le désert du Nevada, connu sous le nom de Zone 50 et 1. Ce territoire, dépassant 5000 km² est éloigné, inhabité et fortement gardé. Le légendaire site d'essai de l'armée de l'air pour des avions expérimentaux ultra secrets. Si vous vous approchez trop près de la zone 51, vous verrez un panneau d'avertissement se terminant par des mots imprimés en rouge. Tiré à vue. Selon les estimations les plus modestes, les coûts des programmes secrets liés à la zone 50 s'élèvent à environ 45 milliards de dollars par an. Le secret qui entoure cette zone et les strictes restrictions imposées au personnel maintiennent un mur de silence. Les personnes ayant travaillé sur ces programmes ressentent une peur intense, craignant que la divulgation d'informations puisse entraîner de longues peines de prison. Cette peur les pousse au silence. En 1975, le travail commence sur un programme ultra secret de stealth, un chasseur invisible au radar ennemi. Le projet est réalisé dans un établissement secret sur la base aérienne de Wright-Patterson où les vols d'essai ont lieu la nuit. Même le commandement de la base ne savait pas ce qui se passait. Le projet est resté secret pendant 13 ans jusqu'en 1988, lorsque le monde a vu pour la première fois l'incroyable F-117. Ensuite est venu le projet le plus secret de tous, le bombardier de type stealth Northrop B-2. Jack Northrop était depuis longtemps passionné par l'idée de l'aile volante, comprenant que le moyen le plus efficace de réduire la traînée est de supprimer la queue et le fuselage. Les Allemands ont démontré que cela était possible dans la conception de l'avion à réaction Horton H9. Un seul prototype a été conservé, qui n'a jamais volé, et après sa capture par les Américains, il a été placé sur la base aérienne de Wright-Patterson.
Lorsque le bombardier B-2 a été présenté au public pour la première fois en 1988, il ressemblait fortement à l'allemand H-9, l'aile volante, ainsi qu'à l'illustre ovni dont parlait Kenneth Arnold. Il est possible que tout cela ait fait partie d'un processus de conception qui s'est étendu sur 50 ans et a donné naissance à un aéronef que les non-initiés pourraient facilement prendre pour un ovni. Une chose reste claire, si cet appareil expérimental est vu par quelqu'un ou s'il s'écrase, il est impératif de désinformer immédiatement le public. Pour cela, il fallait dire aux gens qu'ils avaient vu non pas un avion militaire ultra secret, mais des vaisseaux spatiaux d'extraterrestres. La direction des forces armées manipule délibérément le mythe des ovnis pour assurer la couverture des programmes secrets sur lesquels ils ont travaillé. En 1997, la CIA a reconnu avoir participé activement à une campagne de désinformation sur les ovnis. Chaque fois que la zone 50 et 1 était mentionnée, quelqu'un commence à parler d'ovnis et de petits hommes verts. Si cela résulte d'une tentative consciente de désinformation, alors l'organisateur de cette campagne pourrait être félicité pour son habileté à l'exécuter. Que se passe-t-il donc dans la zone 50 et 1 ? Là-bas, des milliers de personnes travaillent encore, bien que les essais du dernier avion Tacit Blue aient eu lieu en 1976. Ainsi, cela fait plus de 30 ans que des travaux sont en cours sur des programmes secrets, pour lesquels des centaines de milliards de dollars sont dépensés. Orton H-9, Roswell, Stealth, F-100, Dixept, B-2, tout cela est soigneusement gardé secret par l'armée des États-Unis, y compris les informations sur les soucoupes volantes. Et qu'en est-il des autres pays et des témoins ? Existe-t-il une explication au cas étonnant de rencontres avec des ovnis en dehors des États-Unis ? Et cette explication ne mènera-t-elle pas aux ingénieurs de l'Allemagne nazie ? Le nazisme et le mystère des ovnis. Parmi toutes les légendes entourant les ovnis nazis, les rumeurs les plus controversées concernent le fait que certains nazis ont fui l'Allemagne vaincue avec des aéronefs expérimentaux. Il existe des preuves solides que certains hauts responsables SS ont effectivement échappé à la rencontre avec les Alliés et se sont cachés. À l'extrême sud de l'Amérique latine, en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, il existe d'énormes réserves allemandes. L'un de ceux qui ont disparu sans laisser de traces était le général Hans Kammler, responsable du programme secret allemand de développement de nouvelles armes. Si quelqu'un connaissait la vérité sur la technologie des soucoupes volantes, c'était lui. Le 17 avril 1945, Kammler a envoyé son dernier télégramme dans lequel il rejetait la demande du chef des SS Heinrich Himmler de lui fournir un camion Junkers. Pourquoi Himmler avait-il besoin d'un camion ? Cette question suscite de nombreuses spéculations. Certains experts suggèrent que le camion pourrait avoir été un nom de code pour le 6-moteur Junkers 390, un avion capable de parcourir 10 000 miles sans ravitaillement. Au total, seulement 2 de ces avions ont été construits, et l'un d'eux était entre les mains de Kammler. Après la guerre, le Junkers 390 n'a jamais été retrouvé. Cela soulève des questions. Kammler ne l'a-t-il pas utilisé pour fuir ? Si oui, où aurait-il pu fuir et qu'a-t-il emporté avec lui ? En 1945, une invasion d'OVNI a été observée au-dessus de l'Amérique du Sud. Cela amène à penser que les ingénieurs hitlériens auraient pu trouver une nouvelle base. Dans les premières années d'après-guerre, des milliers d'OVNI ont été signalés, principalement en Amérique du Nord, ce qui permet de supposer que les nazis ont fui en Amérique du Sud et ont continué leurs expériences depuis des bases sud-américaines. Le président argentin Juan Perón a autorisé la délivrance de 1000 passeports à des scientifiques et ingénieurs hitlériens. Des criminels de guerre tels que Klaus Barbie et Adolf Eichmann ont finalement été retrouvés en Amérique du Sud. Reimer Horton, le créateur de l'aile volante, a déménagé en Argentine en 1948. Depuis lors, le nombre de témoignages d'OVNI en Amérique du Sud a continué d'augmenter, parallèlement aux rapports en provenance des États-Unis. Cependant, il n'y a pas d'informations fiables sur le fait que Kammler ou d'autres concepteurs travaillant sur des disques volants se soient joints à ces nazis cachés. Où Kammler aurait-il pu disparaître ? Selon certaines sources, lui et son groupe ont fui en Antarctique à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
On disait que les Allemands tentaient de créer une colonie permanente en Antarctique. Il est connu qu'entre 1938 et 1939, l'Allemagne a équipé une expédition antarctique et a revendiqué des droits sur une partie du territoire, réalisant des progrès significatifs dans la construction de bases souterraines. Cette version antarctique est corroborée par les actions de la marine militaire américaine en 1946, seulement un an après la fin de la guerre et un an avant le crash de Roswell. L'opération High Jump est devenue l'un des épisodes les plus captivants de toute cette histoire. L'amiral Richard Byrd, le plus célèbre explorateur américain de l'Arctique, a dirigé en 1947 une expédition vers le pôle Sud. C'était la plus grande expédition de l'histoire de la marine dans la région de l'Antarctique, impliquant 13 navires et 4700 personnes, y compris les porte-avions les plus modernes, des sous-marins, des destroyers et des dizaines d'avions et d'hélicoptères. Selon la version officielle, la mission de l'expédition était d'évaluer les capacités des troupes américaines à faire face à l'Union soviétique en cas d'invasion de l'Antarctique. Les amiraux Byrd ont également demandé à vérifier la région pour la présence de nazis. L'expédition Saut élevé était prévue pour durer 8 mois, avec des provisions pour cette période, mais l'équipe n'y est restée que la moitié du temps, après quoi elle s'est rapidement rassemblée et est partie. Les raisons de ce départ soudain demeurent floues. Bientôt, des rumeurs ont circulé selon lesquelles quelque chose d'imprévu s'était produit, poussant la flottille à se retirer. Les déclarations de l'amiral Byrd n'ont pas éclairci la situation. Sur le chemin du retour, il a parlé aux journalistes de choses étranges. Par exemple, que les États-Unis devaient être prêts à lutter contre des aéronefs capables de parcourir la distance entre les pôles à une vitesse incroyable. Cela a été interprété comme un témoignage indirect de sa rencontre avec un disque volant nazi, contre lequel son aviation ne pouvait rien faire. Les mystères nazis restent un problème complexe, fascinant et controversé. En 1944, des pilotes alliés ont vu des ovnis au-dessus de l'Allemagne. Dans des bunkers souterrains, des ingénieurs ont assemblé en toute discrétion des fuselages d'avions et des moteurs. À la fin de la guerre, un général SS qui dirigeait des recherches secrètes a disparu sans laisser de traces. Ces scientifiques, leurs recherches et leurs modèles expérimentaux ont été saisis par l'armée des États-Unis et envoyés en Amérique. 2 ans plus tard, la première vague d'invasion d'ovnis a commencé au-dessus de l'Amérique. Certains experts suggèrent qu'il pourrait s'agir de prototypes d'avions trophées nazis, tels que H-9 et l'aile volante. À la fin des années 50, l'US Air Force a commencé à financer le projet Avrocar, un disque volant qui ressemblait extérieurement à un projet secret allemand connu sous le nom de Repulsin. En 1965, un incident d'OVNI s'est produit à Kecksburg, en Pennsylvanie, qui, selon certaines sources, avait la forme d'une cloche et était couvert de symboles caractéristiques, similaires à ceux utilisés sur les aéronefs nazis, supposément construits à la fin de la guerre. Ces événements soulèvent de nombreuses questions sur les mystères énigmatiques des ovnis. Est-il possible que les nazis aient réellement créé un prototype réussi de disque volant et que les gouvernements des États-Unis et d'autres pays aient secrètement continué à travailler sur ce projet? Tous les objets volants mystérieux ont-ils été créés par des ingénieurs terrestres? Existe-t-il une probabilité que, un jour, le gouvernement et les militaires révèlent la vérité sur les ovnis dans notre espace cosmique? Si l'on devait soudainement reconnaître que les soucoupes volantes sont une réalité, cela pourrait porter un coup sévère à la confiance envers le gouvernement des États-Unis. À la question de savoir quand le gouvernement reconnaîtra ce fait, de nombreux experts répondent que, très probablement, cela ne se produira jamais. Le mystère des ovnis nazis reste non résolu,